Ho, ho, ho! Joyeux Noël, tout le monde! Bon matin, bonjour ou bonsoir, selon vous nous écoutez quand. Bienvenue dans ce 8e épisode des Sommeliers de la lutte. 8e. Je m'appelle Max Perriard et on est en compagnie de l'emballant Pierre Gastonguay aujourd'hui. Oui, comment ça va, Pierre? Comme le Père Noël, mais c'est Père Castonguay, emballant comme un cadeau, j'imagine. Exactement, comme un cadeau. Wow, je suis un cadeau. Pas ça que ma mère dirait, en tout cas. C'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on devait être de bon cette semaine, Pierre? Cette semaine, hein? On est Noël. On est joyeux Noël à tous. Des décorations, tout spécial pour... Là. Pour ceux qui nous écoutent seulement sur les plateformes de balado, de podcast, vous manquez quelque chose, là, le décor est incroyable, là, c'est ça vaut la peine de venir nous voir sur Facebook ou sur YouTube, mais les liens sont sur Facebook. Ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous manquez rien, vous voyez qu'on manque rien. Vous voyez exactement ce que vous manquez pas parce que vous êtes là. Cette semaine, j'ai été magasiner. Cette semaine, j'étais à la dernière minute là, pour mes cadeaux de Noël. Et nous, on fait la pige tantôt, qui est pas tantôt live quand on se parle nous deux parce que nous, on enregistre d'avance, mais tantôt dans la vraie vie, au moment où les gens écoutent ça, un peu plus tard dans la journée. Et j'ai pigé ma belle-sœur, donc si elle écoute le podcast, au moment où ça sort, je viens de briser la magie de Noël. Voilà, je lui ai acheté une carte cadeau dans un magasin de tricot. Bon, on y souhaite plein de bonheur avec son tricot, puis on va la tester, voir si ça nous écoute pour vrai ta belle-sœur. Elle va m'en parler, j'imagine? Ou elle va rester polie pour en faire à croire qu'elle sait pas ce qu'elle déballe? Je sais pas. On va voir. Fait que là, vous êtes avertis. Si vous écoutez le spécial Noël l'an prochain, puis vous connaissez, avez une chance de savoir vos cadeaux. On est taquins, nous autres. Toi, ta semaine, mon beau Max? Ouais, ça va bien. C'est comme une semaine de party de Noël, hein, je pense, comme tout le monde. Fait que des parties de bureau, des parties de hobby, des parties d'impro. Fait que ça m'a un petit peu mis à terre. On sait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se promènent présentement. Fait que est-ce que j'ai attrapé un petit quelque chose? Je ne le sais pas. Un petit rhume. Ouais, je fais attention. Pas trop sorti, je me repose beaucoup. Puis en ce moment, moi aussi, je vais être en famille, fait que... C'est bien ça. Moi, c'est quelque chose qui est un peu... tu sais, mon anxiété sociale kick in un peu plus fort, moi, dans des parties de famille élargie, on s'entend. Ouais. Donc, quand c'est un noyau dur, j'ai moins de difficultés, mais quand c'est un noyau plus grand, plus élevé de gens que je vois peut-être 1 ou 2 fois par année, j'ai tout le temps du fun, mais moi, je me sens tout le temps awkward dans ces situations-là. Je sais pas trop quoi dire, puis je me sens pas bien, fait que ça m'appartient, mais si tu veux, c'est la vie, faut passer par-dessus ça, puis je pense que c'est bien aussi d'affronter, oui. d'être dans un safe space, puis de se confronter des fois à des situations qu'on aime moins. Des petits challenges. Parties de famille, c'est ça, parties de famille, moi, c'en est un, fait que j'espère que tout va bien, ça devrait bien aller. Ben oui, j'ai tellement de familles extraordinaires. Parfait, ça. On aime ça. Ben oui. Et on va commencer tout de suite avec nos questions, commentaires du public qu'on a reçus. On a reçu quelques-uns. Oui. Fait que d'un, merci, parce qu'on vous en demande de nous écrire, de ne pas hésiter. Fait qu'on a tout d'abord Emmanuel qui nous dit je sais pas pour vous, mais le retour de CM Punk ne m'enchante pas du tout. Après tout ce qu'il a dit sur la WWE en disant je trouve son retour comme face fucking cheap. Alors Emmanuel, c'est un dossier qu'on a jasé un peu. Hein. Effectivement, moi j'avais beaucoup d'amis qui pensent comme toi, qui sont pas super contents. Puis ça revient un peu à la théorie que j'avais que est-ce que pour lui la maison ça veut dire quelque chose de négatif parce qu'effectivement il a quand même essayé de détruire cette maison-là. Il est si content de revenir pendant 10 ans à coup de poursuite et tout. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis un peu du côté d'Emmanuel, de Manu, si je peux t'appeler Manu, entre collègues de podcast. Manu qui a un podcast sur la musique métal qui s'appelle Abrasif. Je vous invite à aller voir ça, à aller écouter ça. Là, y aller voir ça. Exactement. Je suis à la même place que toi, Emmanuel. En fait, je suis entre deux chaises, pas là, je suis assis carré sur une chaise, mais mon idée sur en deux chaises, parce que je n'aime pas Punk, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'aime beaucoup ce qu'il est capable d'apporter comme lutteur ou comme effet de lutte. Tout le flou qu'il donne entre la réalité, entre la fiction, entre toute la zone grise dans laquelle il voyage, forcé d'admettre que c'est super entertainant.
Mais oui, ben de la misère avec le personnage, la personnalité, l'ego mal placé des fois de la personne. Je suis certain que le rencontrer, il doit être très gentil. Reste que ce que nous on perçoit à la télé, des fois, ça m'enchante et ça m'emballe pas trop pour faire des petites allusions à Noël. Là, ça m'emballe pas ben ben. Ouais. Mais merci pour ton commentaire, Oui, Emmanuel. Et n'hésite pas à nous réécrire pour nous dire oui. ton opinion sur d'autres choses aussi. Ensuite, on a Philippe, hein, Philippe qui nous écrit quelques fois. Fait que bonjour les sabliers. Bonne job encore cette semaine. Merci, Phil, c'est Merci. super gentil. Question du côté de Phil cette semaine. Quelle est votre opinion sur les règnes de champions trop longs? Gunther, Roman Reigns, MJF ont la ceinture depuis plus d'un an. Seth Rollins approche les 6 mois. Rhea Ripley risque de la garder jusqu'à WrestleMania, donc la garder plus d'un an. Pour ma Mhm. part, je suis tanné de ces storylines. Les pay-per-views manquent cruellement de rebondissements. Je te laisse commencer, Pierre. Qu'est-ce que t'en Mais penses de ça? je suis un peu d'accord aussi avec Phil. Il manque. En fait, il y a deux choses. Premièrement, je crois qu'on installe des lutteurs ou des champions très forts présentement parce que on veut être capable d'aller bâtir des jeunes quand ils vont venir détrôner ces gros champions-là. Fait que d'avoir des champions qui paraissent forts, qui paraissent indétrônables, d'avoir quelqu'un de peut-être mid-card pour pouvoir le surélever. Ça peut servir à ça. Par contre, je suis d'accord que. On a des champions mid-card aussi. Quand on parle Gunther, Rhea Ah, Ripley, complètement, mais puis t'es rendu là. MJF. Des gens qui étaient mid-card qui ont été élevés grâce à ce règne-là aussi. Exactement. Oui, oui, exactement. Tout fonctionne dans le même sens où on veut réussir à élever tout le monde. T'sais, on s'entend que l'Intercontinental, même si c'est un titre de mid-card, elle a souvent été vue, peut-être pas plus grosse, mais aussi grosse que la World, que la WWE, par certains moments, à certains moments, dépendamment du champion qu'il avait en sa possession. Aussi, de l'autre côté de la médaille, c'est que je suis d'accord aussi qu'il y a moins de rebondissements. Est-ce que on a vu cette année un changement de titre à Raw? Je ne crois même pas. Ou à SmackDown? Je ne crois même pas. Fait que c'est comme si ça enlève un peu de surprise ou un peu d'inattendu dans les shows télé. Ou t'es même rendu à cette heure, on écoute un pay-per-view puis on s'attend qu'il n'y ait peut-être même pas des changements. Fait que pourquoi on s'attendrait qu'il y ait un changement dans un show télé? Fait que oui, ça enlève un peu de magie, de rebondissement, de surprise en fait. Fait que je suis d'accord avec Phil aussi. Toi, qu'est-ce que t'en penses là-dessus des longs règnes, Max? Moi, ça va dépendre du long règne. C'est une bonne histoire autour, mais moi, on dirait que c'est surtout un peu une guerre de compagnie, de Uh-huh. surenchère. Parce qu'on s'entend, c'est Ah, Reign ben qui a comme oui. commencé le long règne. Et là, je sais pas, pour répondre à ça, si on a voulu mettre un MJF à long terme aussi du côté de la Ah, c'est All pas Elite. Puis on dirait qu'on fou. essaie de tout le monde ait des longs règnes présentement pour les justifier. Donc, tu sais, il y en a tu sais, je pense que Roman Reigns, jusqu'à WrestleMania l'an dernier, c'était justifié Ouais. de le garder. Là, depuis, tu sais, on voit qu'il a pris beaucoup de congés, que les blessures viennent aussi un peu être en ligne de compte. On laisse la ceinture de son côté pour juste avoir le plus de jours possible, j'ai Mhm. l'impression, rendu à ce stade-ci. Donc, c'est un peu une opportunité manquée qu'on a eue dans la dernière année de lui faire perdre son titre autour de bonnes histoires. Ouais, ouais, ouais. Pour ce qui est d'MJF, je pense qu'il a quand même livré la marchandise dans le gros de l'année, du moins jusqu'à All In, All Out. Là. Je suis d'accord. Je trouvais Très d'accord. des bonnes feuds qui justifiaient le fait qu'il garde la ceinture. Tout ça, je pense depuis la dernière avec Jay White, puis présentement avec Samoa Joe, c'est un petit peu moins fort, un petit peu moins bien ficelé, mais je pense que c'est plus au niveau du booking que sa performance lui-même. Mhm. Seth, je pense que ça va bien. J'aime ce qu'il fait. Ouais. Rhea, je pense que c'est un peu au détriment de la division féminine présentement parce on s'entend qu'elle commence, puis ça fait que personne n'est capable de. On pense que personne va être capable d'y enlever la ceinture. Ouais, ouais, ouais. Fait on la construit dominante au détriment des autres filles de la division. Fait que ça sera peut-être à recadrer ou rediriger le tir Oui, là, je suis d'accord. de ce côté-là. Mais effectivement, quand on voit ceux que tu as nommés, il y en a 3, 4, il y en a 4 qui sont de la WWE. On sent que c'est vraiment une tendance que la WWE veut faire avec leurs championne présentement. À voir si ça va rester, parce que aussi ça enlève un peu de spotlight aux autres ceintures, donc aux Mhm. ceintures par équipe, qui, dans le fond, ont été mis de l'avant depuis jusqu'à WrestleMania, puis depuis, servent Depuis, plus de décoration autour de Judgment Day. Là, complètement. juste parce qu'on sent pas qu'il y a une vraie passion derrière le fait de les défendre. Donc,
À voir, même chose pour la ceinture par équipe féminine, que c'est vraiment un peu n'importe quoi ce qui se passe, qu'on met pas beaucoup d'attention. On n'a jamais Donc, mis. exact. Fait effectivement, on pourrait peut-être changer un peu de rythme sur certaines d'entre elles. Malheureusement, je pense qu'ils sont un peu pris dans leur propre piège de. Ouais. On veut que ça ait un impact quand la ceinture va changer, puis qui va être capable de cacher in sur cet impact-là. Mm-hmm. À voir, mais je suis d'accord que ça manque de rebondissement dans les pay-per-views, ça, assurément. Là. Moi, je trouve que c'est ça qui fait qu'un match peut être meilleur, c'est qu'on sait pas qui va gagner. On s'attend pour de vrai quand on sait pas le outcome, on sait pas la fin pour de vrai, puis pas juste il y a quelques falsies à la fin du match. Ça, c'est là, je pensais qu'elle allait peut-être l'avoir de la façon que le match était construit, mais de vraiment donner un aura de peut-être que le titre va changer de main là, pendant le match. Surtout avec Roman Reigns, c'est tout le temps la même recette. Là. Oui. C'est genre, il y a une intervention externe du Bloodline, puis il réussit à. C'est genre, maintenant, ça fait beaucoup de matchs qui sont gagnés de cette manière-là dans la dernière année. Fait que. Bon, il est assez d'accord avec toi. Fait que merci Phil pour ton commentaire. Merci. Et finalement, dernier commentaire qu'on a. Là, on l'a choisi parce que c'est quelqu'un qui a écouté nos conseils. Il y a 2 épisodes. On disait, mais c'est pas sur YouTube quand vous écoutez à prendre un timestamp et à nous faire un commentaire sur quelque chose qu'on dit. Fait que Pierre-Paul qui nous a fait ça à quelques reprises, Pierre-Paul peut-être, je sais pas la prononciation de ton nom, mais qui nous dit, là, dans le segment où on parlait de la confrontation entre Nia Jax et Becky Lynch. Donc, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'un receipt va arriver pour Nia Jax. Et je sais que la WWE interdit le blading depuis l'arrivée du PG era, mais pour que Becky Lynch se venge de ce qui est arrivé en novembre 2018, ce serait bien que Nia Jax saigne pendant leur match qui arrive dans les prochaines semaines. Donc, effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses. D'abord, je vous dis tout de suite, le lexique de la journée va être receipt. Va être receipt. Je vais l'expliquer qu'est-ce que c'est un receipt. Fait que ça s'en vient. Mais oui, effectivement, on continue sur la feud qu'ils ont eu à l'époque en 2018 lorsque Nia Jax, par accident, a vraiment donné un trop gros point sur le nez de Becky Lynch. Ça l'a fait ouvrir, puis ça a construit le personnage de Man, on s'entend aussi. Fait que ça a servi. Depuis, été renvoyé, tout ça. Fait qu'est-ce que dans le match qui s'en vient, on va voir l'effet inverse, une Becky Lynch qui va se venger. Pour le blading, c'est rare qu'effectivement que la WWE ça a quand même arrivé à quelques moments. Je me souviens d'un match Jericho contre Dean Ambrose, qu'il y en a eu. Les matchs de Lesnar aussi, on en permet un petit peu plus dans ces matchs-là. Donc, les lutteurs s'en permettent aussi peut-être un peu plus. Est-ce que c'est un match qu'on va donner la permission à ce qu'il y ait un angle, un segment pour se mettre de la couleur, comme on dit, dans le milieu, mettre un peu de sang sur le visage? À voir, je pense que ça servirait, moi, l'histoire. Effectivement, je pense qu'on a vu plus souvent des capsules de sang qui sont croquées, puis faire comme si la bouche saigne. On a vu ça plus souvent, c'est du faux sang, que vraiment blader, donc s'ouvrir le front pour saigner avec du vrai sang. Mais je sais pas, je pense qu'il y a une façon de bien faire le match, de bien faire raconter cette histoire-là qui a débuté en 2018 sans nécessairement impliquer du sang. Là. Je crois qu'il y a une façon de le faire d'autres façons. Je pourrais pas dire exactement quoi, mais il y a une façon de le faire. Puis le reçu, je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres filles que juste Becky dans le vestiaire qui aimerait donner un petit reçu à Nia Jax, elle qui a quand même blessé pas mal de lutteuses au courant des dernières années. Là, ouais. Quelques filles. Puis c'est un peu, tu sais, souvent on va prendre les lutteurs, les lutteuses qui sont plus plus grosses en gabarit, comme étant plus sécuritaires parce qu'ils ont la force de transporter. Puis surtout dans le cas de Nia Jax, c'est dans la division féminine, donc elle est vraiment plus forte que les autres filles. Fait que lorsque les slams se font, t'es un petit peu plus facilement déposé, c'est des choses comme ça. Fait que ça me surprend vraiment c'est une erreur de quelqu'un qui contrôle mal sa force ou contrôle mal ses distances parce que ça devrait pas arriver tant que ça quand t'es la personne des deux qui est plus forte. Tu devrais protéger encore plus ta partenaire. Donc, à voir, mais effectivement, ça fait de polémique. C'est pour ça qu'elle s'est probablement fait renvoyer une première fois, puis là, on est revenu pour ramener un peu plus de lutteuses dans ce style, dans le style qu'elle a. Donc, on va voir, mais on va enchaîner. Merci, Pierre-Paul, pour ton commentaire. Mais n'hésitez pas à en faire d'autres. Et tout le monde, mettez des commentaires avec un timestamp si vous êtes sur YouTube. Ça me fait plaisir de vous lire, de vous répondre. Merci à tous et à toutes. Et chronique Lexique, cette semaine, ça va être receipt, donc un reçu. Comme on en a jasé un peu avec Pierre-Paul. Alors, c'est lorsque un lutteur a reçu, ou une lutteuse a reçu un coup d'un autre lutteur, d'une autre lutteuse qui
qui a été raide, qui a été dur, qui a été un peu plus fort qu'à la normale, très stiff. Et lorsqu'elle Will reçoit ce coup-là, l'autre lutteur peut en donner un autre pour un peu payer le reçu, fait donner un receipt. Donc, tu m'as frappé fort, voici un coup qui va être fort également, pour un peu faire comprendre de là, fais attention parce que j'ai eu mal sur le dernier. Donc, c'est ce qu'on veut dire du côté du receipt de Becky Lynch. Donc, Becky Lynch qui a encaissé un coup fort, donc elle a un reçu possible pour Nia Jax. Ben oui. C'est un peu une manière de rendre l'appareil, puis c'est comme une manière un peu du côté de la lutte de comment dire, se défendre ou d'imposer le respect ou Ouais, d'imposer le respect un petit peu. T'sais, on s'entend, c'est plus la lutte d'aujourd'hui dans les années 2020, c'est plus ce que c'était dans les années 80 où c'était des histoires de fou. Si vous avez lu les livres de Pat Laprade, il y a plein d'histoires avec Jacques Rougeau, tout ça, qui devait se battre quasiment là, backstage là, pour se faire imposer le respect, ces trucs comme ça. Il y a ça qui reste plus, cependant, le côté receipt reste, donc c'est vraiment une manière pour les lutteurs de se faire respecter, puis faire comme, regarde, ce coup-là, tu me l'as donné fort, je t'en donne un autre, fait que, un peu respect, là, calme-toi avec ce qui se passe. Dans les plus marquants que t'en as-tu, toi, des receipts qui t'ont marqué? C'est dur à dire vite comme ça. Ben, moi, je vais y aller avec le mien. Moi, j'en ai un très clair. Là, je pense que c'était dans un Royal Rumble. Puis c'était Braun Strowman puis Brock Lesnar. Qui était comme dans un segment, on entend d'un Rumble, là, c'est comme semi-improvisé. Puis t'as eu un petit segment où t'as senti Braun Strowman donner un coup que Brock n'a pas apprécié. Et c'était au début d'un Braun Strowman. Donc, quand même, un Braun Strowman qui était à sa première ou deuxième année à l'intérieur du Wyatt Family. Okay. Et que Brock Lesnar, il a fait comprendre que tu frappes pas Brock Lesnar de cette manière-là parce que je suis un champion de la UFC. Fait que je vais t'en faire voir. Fait que là, il s'est mis à y donner des coups de genoux très très stiff. Au point où on s'en rendait compte automatiquement parce que là, il n'y avait plus de retenue. Là, puis quand il y a un gros monsieur comme Brock Lesnar qui court vers toi, le genou dans les airs, puis qui te frappe d'en face, on sent, mais t'avais un Braun Strowman qui a réagi comme un pro, ou peut-être ça l'a probablement surpris également, et qui l'a encaissé comme un pro, a pas rien dit, c'est pas plein, c'est pas rien fait, on a pas redonné d'autres après, mais tu sentais un Brock Lesnar en tabarnak de s'être fait frapper fort par une recrue. Ben moi, c'en est un qui m'a marqué. Ça, on s'en rend compte quand on connaît ça, quand on sait que ça existe. Moi, c'est un terme qui est venu un peu plus tard dans mon apprentissage de lutte et de tous les termes et un peu tout ce que les... C'est un terme aussi de lutteur, tu sais, un peu plus qu'un terme de fan. Complètement. Fait que j'ai l'impression que ça m'a jamais marqué, j'ai jamais remarqué plutôt que s'il y en a eu des reçus qui ont été donnés que j'ai remarqué. Je suis certain de réécouter des matchs que j'ai déjà vus il y a une couple d'années, de faire comme « Ah, ok, ce bout-là, ça regardait, ça avait l'air bizarre. » Ça regardait, ça avait l'air bizarre quand je le regardais, mais c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a un reçu qui a été donné à ce moment-là, puis après ça, il continue le match comme si rien n'était, mais... ouais, non, je pourrais pas dire vite comme ça, là, un reçu qui m'a marqué plus que le reçu des fois quand on sort au restaurant, là, qui est assez salé. C'est une petite joke, là. Parfait, ben merci, ça nous a alimenté Pierre-Paul pour la chronique Lexix de la semaine. Et on enchaîne sur notre épisode qui est un spécial Noël. Joyeux Noël encore une fois tout le monde. Jingle bell. Et on a décidé de se tourner nous pour Noël du côté du futur, du côté de 2024. Parce qu'on s'est dit, gars, Noël, c'est l'occasion de se donner des cadeaux entre nous, de recevoir des cadeaux. Donc, qui dit cadeau, dit des choses qu'on donne, des conseils qu'on va donner, ce qu'on aimerait avoir en 2024. C'est les cadeaux qu'on aimerait avoir. Donc, ça va être une émission qui est un peu plus prédiction, un peu plus tournée vers le futur. Donc, moins d'analyse, mais on aura quand même, parce que c'est Noël, un match, un segment de Noël préféré. Donc, un qui nous a particulièrement marqué, les deux, parce que les deux, on s'en était pas parlé, puis ils nous avaient marqué pour deux raisons différentes. Puis quand je me suis mis à re-regarder le match, j'ai fait « Ah, ben c'est celui de Pierre m'a fait jaser, lui aussi. » Fait que on va vous l'analyser un peu plus tard dans l'épisode. Restez là ou avancez avec les chapitres si vous voulez tout de suite l'entendre. Mais tout d'abord, les cadeaux que moi et Pierre, on aimerait recevoir de la part de la All Elite ou de la WWE
en 2024. Oui. Je te laisse commencer, Pierre. Ça serait quoi ton premier cadeau que tu aimerais avoir? Ce que j'aimerais avoir, ça vient un peu c'est un cadeau qui vient un peu en deux temps. Dans un premier temps, j'aimerais avoir plus de logique et je veux dire de subtilité dans les histoires, mais plus de logique et plus de logique. J'aime beaucoup moi dans les longues histoires, dans les histoires qui sont pas juste sur une durée d'un mois ou deux, mais des histoires qui peuvent durer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vraiment du long storytelling, du long booking, storytelling, booking, tout ça là. Quelque chose d'un peu plus de logique, un peu plus de Easter egg aussi, un peu plus de clin d'œil au passé. Pour All Elite, c'est d'être capable d'installer des histoires. Puis je pense qu'au bout de 5 ans, on a assez de bagages maintenant en l'enceinte de la compagnie, de la fédération, pour pouvoir commencer à vraiment placer ça. Des feuds où ils ont il y a eu un accrochage à un moment donné, hein, je pense en 2021, puis on est capable de raviver la flamme pour compter, avoir plus de logique aussi, parce que à la All Elite, depuis quelques mois, on voit vraiment des matchs qui sont un peu impromptus, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de logique, on fait juste... Puis je parle pas du tournoi continental, vraiment dans je sais pas, des feuds qui durent 2 semaines, c'est comme ça, comme pas vraiment rapport, fait avoir un peu plus de logique. Et quand je parle de clin d'œil du passé, là, je parle un peu plus pour la WWE. La WWE est très bonne pour enterrer ce qu'ils ne veulent pas qu'on voit, ou tout ce qu'ils ne veulent plus qu'on voit. Des gens qui ont renvoyé, des personnes qui sont parties d'eux-mêmes, des gens qui veulent juste plus qu'on voit, mais il y a certaines choses que je comprends qu'ils veulent cacher, mais des fois c'est d'assumer aussi par où on est passé, puis être capable de pas le mettre de l'avant, mais des fois juste être capable de le nommer. Tu sais là, ils ont complètement arrêté de nommer Punk pendant 10 ans, là, tout d'un coup il revient, puis toutes les vieilles cassettes ressortent, mais pourquoi t'as enlevé Punk de ta librairie quand il a été partie intégrante de ton histoire, puis il a été quand même un gros point culminant à un certain moment dans la lutte à la WWE, donc je pense juste de s'ouvrir un peu plus à la WWE, c'est mon souhait. Parfait. Moi, de mon côté, je vais y aller avec une signature que j'aimerais qu'il arrive. Donc, peu importe des deux côtés, que ce soit la WWE ou la All Elite Wrestling, mais j'aimerais bien que Mike Bailey, qui est présentement à la Impact / TNA, commence à la WWE ou la All Elite Wrestling. Donc, c'est un lutteur qui a un bon momentum depuis quelques années. Malheureusement, il y a eu des problèmes de visa qui l'ont un peu menotté dans sa progression de carrière pendant 5 ans. Mais c'est derrière lui depuis quelques années avec la TNA. Et il en a parlé en entrevue. 2024 est une année de contrat pour lui. Donc, son contrat qu'il a signé à la Impact TNA termine. Est-ce qu'il va vouloir tomber du côté d'une des plus grosses promotions, sortir de là? Est-ce qu'il va être assez bien traité ou assez mis de l'avant? Ben, je pense qu'il a le potentiel de potentiellement être champion du côté de la TNA si on lui donne les moyens, si on lui donne des histoires. Son niveau in-ring est excellent si vous le connaissez pas. Ouais. C'est un gars de Laval, un Québécois. Moi, j'ai eu la chance de le voir à quelques reprises à la IWS. Oui. J'ai un chandail qu'éventuellement j'aurai. On va voir j'ai mis un rouge qui est le Yep Yep Yep. De la petite mini-feud qu'il y a eu entre Bryan Danielson et Kevin Owens et Sami Zayn qui ont sorti une petite réplique du Yes Yes Yes, du Yep Yep Yep. Fait que bref, Mike Bailey que j'aimerais qu'il vienne signer. Je pense que son style fit un petit peu mieux à la All Elite Wrestling. Je suis d'accord. Il y a eu des excellents matchs avec Will Ospreay également cette année. Donc, j'aimerais ça le voir dans une des fédérations plus grandes. Évidemment, nous, on écoute d'autres types de luttes, mais on se concentre sur les spectacles principaux de la WWE et de la All Elite Wrestling. Parce que maintenant, il y en a beaucoup de luttes qui arrivent, mais il y a du bon stock qui se fait à la Ring of Honor, à la TNA, à la NXT. Lui, il est ce qui se fait bien à la TNA. Donc, j'aimerais l'avoir dans une des grandes ligues pour l'analyser à travers le podcast pour vrai. Très cool. Toi, prochain cadeau que tu aimerais avoir, Pierre? J'aimerais avoir des champions plus vulnérables. Un peu ce qui revient avec Phil disait, là. Ouais, ça, la WWE, pas vulnérable, pas nécessairement faible ou des moins longs règles, plus de subtilité dans le jeu des gens qui ont les ceintures, les gens qui vont défendre des ceintures. On voit des gros champions, des gros méchants qui étaient... Gunther, c'est un rat qui bouge pas, il n'y a pas d'émotion. Je comprends, c'est le personnage
mais avoir certains moments un peu plus vulnérables pendant les matchs, pendant certaines promos, peut-être même à la limite, les promos, t'es pas obligé de montrer cette vulnérabilité-là parce que tu joues le personnage, t'es capable de contrôler tes émotions, mais il arrive un moment donné où dans un match, de voir ce côté-là, ça rendrait j'ai l'impression, ces champions plus grande nature, un peu plus humains, peut-être un peu plus plus le fun, plus proche, on voudrait les suivre peut-être un peu plus, ça rajouterait une couche. Parce que j'ai l'impression que tous les champions présentement sont droites, sont fiers, sont grands, sont gros, sont indétrônables. Sont pas battables. Sont pas battables, c'est ça exactement. D'avoir cette petite subtilité-là, j'ai l'impression, en 2024, j'aimerais bien ça. Juste un niveau de jeu, jouer sur certains niveaux de jeu, dans côté émotion, côté jeu, ouais, c'est ça. Pendant les matchs, surtout. Voilà. Ouais. Puis il y a un Brock Lesnar qui a réussi à bien le faire parce qu'il y a eu un booking pendant une longue époque où il était un peu ça, là, tu sais, imbattable, inébranlable, tout ça. Puis éventuellement, il a commencé à mettre dans ses cartes des matchs où il était weak ou il se faisait attaquer pour vrai. Puis ça, je trouvais, ça l'amenait le match encore plus haut parce que c'était comme, enfin, c'est un Brock Lesnar qui est chambranlant, tout ça. Est-ce qu'il va se faire battre? Puis une fois de temps en temps, il se faisait battre. Puis c'était comme, ça amenait ça diminuait pas son aura. Je trouvais au contraire que ça rendait ses adversaires plus forts. Puis ça permettait de construire les autres. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, un autre cadeau que j'aimerais, j'en parle souvent, fait que ça c'est un cadeau que vous m'avez souvent entendu dire, mais j'aimerais qu'à la All Elite Wrestling, la division féminine soit plus forte, soit plus mise de l'avant, qu'il y ait quelque chose qui change dans l'organisation. Je sais pas à quel niveau ça bloque, parce que à la Ring of Honor, pour vrai, on a qui est comme un peu les je sais pas comment, c'est pas le NXT, mais un peu de la All Elite Wrestling, mais la division féminine est tellement plus forte à la Ring of Honor. Tellement plus de filles solides, bonnes, qui sont mises de l'avant, qui ont construit les histoires pour vrai, que je suis comme... Vous avez juste à prendre ce modèle-là, puis à l'amener à vos spectacles Collision puis Dynamite, à leur faire confiance aux filles, puis ça va se relever. Fait que ça, c'est vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est plus 100%. Au niveau je sais pas si c'est les diffuseurs ou peu importe, qui ont une vision... que je comprends pas, mais ils ont de plus en plus de bonnes filles. Ils commencent à en développer également à l'All Elite Wrestling. On voit des Julia Hart, des Blue Sky qui se développent tranquillement pas vite. Mais t'as tellement un bon bassin de talent qui t'appartient à la Ring of Honor que je comprends pas pourquoi tu décides pas de créer une division aussi forte à l'All Elite Wrestling en prenant quelques joueuses qui sont là. Fait que ça serait ma vision parce que tu regardes la WWE puis ça se compare zéro. Là. La WWE remporte ce combat-là de la division féminine est tellement plus forte à la WWE, tellement plus mise de l'avant, on y croit beaucoup plus. 100%. Qu'à la All Elite où c'est comme un peu un filler, puis c'est tout le temps mis dans la case horaire bizarre de 45 minutes. Puis c'est ça. Il y a un match de 8 minutes avec une pause de 3, puis t'es comme, bon, ben... C'est plate, tu sais, leur don l'ouverture du show, le main event du show, quelque chose, tu sais. Ah, mais oui, même année cet été, il y a un match de filles là, comme main event un Dynamite. Là. C'était c'était fou. Ben, c'est ça. Ben, tu peux le faire plus régulièrement, puis si tu mets le temps nécessaire à construire des bonnes histoires, t'en as eu des bonnes histoires à la Ring of Honor, de la division féminine, fait que je suis comme, je le sais que t'es capable, Tony Khan, d'en écrire. Fait qu'il faut juste qu'il y ait quelque chose qui change au niveau de la structure, tu convaincre le diffuseur que c'est bon, parce que tu peux pas dire que t'es au même niveau que la WWE tant que t'as pas ta division féminine aussi forte. Non. Mais je suis d'accord, j'avais ça aussi dans mes cadeaux. Parfait. Pour toutes les mêmes raisons. Ouais. Parfait. Est-ce que t'en as un dernier, toi? Non, c'est pas, ça ressemble à ça. Mais parfait. Fait qu'on va y aller avec... On va y aller avec la prochaine catégorie, qui est qui on veut mettre de l'avant en 2024. Donc, moi, j'ai un qui et j'ai un quoi. Pas un quoi, mais j'ai une situation. J'aimerais, moi, que le côté plus comédie ou niaiseux de la lutte soit un peu plus mis de l'avant. Il y en a un peu plus dans All Elite parce que la All Elite tire un peu plus partout dans tout ce qui est style de lutte. Donc, on voit plus de high flying, plus de stiff, de strong style, il y a plus de technique. Donc, c'est moins édulcoré comme produit, tandis que la WWE fait de la lutte très WWE, même si, par certains moments, on voit un peu de tout. Mais, moi, ma lutte préférée, c'est soit extrêmement stiff et ce qui peut apparaître être
violent, mais est quand même safe. Donc, quelque chose qui se rapproche plus du Japon, quelque chose de strong style, et quelque chose d'extrêmement tata, d'extrêmement stupide, d'extrêmement niaiseux. Je trouve que ces deux mondes-là peuvent cohabiter ensemble. Je me l'ai pas noté, mais j'avais pensé tantôt un match qui a eu un ou deux segments comiques à l'intérieur d'un match extrêmement intense, mais ça fonctionne. Ouais. Mais moi, j'en ai un de je pense 2022-2021, c'était un match en cage entre les Lucha Brothers et les Young Bucks. Oui. Un match d'une heure, mais qui a eu des segments comédie, qui a eu des segments. Tu sais, c'était super bon comme match. Puis je pense que c'est ça que tu dis dans le côté. Tu sais, il y a de la comédie à la WWE, mais c'est tagué comédie. Ça va juste être comédie. R-Truth. Exact. R-Truth. Ou l'équipe Otis Gable. Faites juste de la comédie à ce moment-là. Donc, des fois, c'est bien de varier ton rythme, varier ton ton à l'intérieur d'un même personnage, d'un match, etc. Peut-être pas à l'intérieur d'un 8 minutes, mais à l'intérieur d'un 15, d'un 20, d'un 25, d'un match d'une heure dans une cage, t'as pas le choix, un moment donné, de descendre un peu l'énergie puis de faire. Ils le font au Rumble, ils le font au Royal Rumble, mettre des segments comédie à l'intérieur du match. Fait qu'ils sont capables de le faire, c'est juste. On dirait vraiment qu'ils veulent séparer les choses, puis que des lutteuses aient leur force précise tout le temps exploitée. Cette année, le move qui a été mis le plus over, c'est le Kangaroo Kick, qui est la chose la plus innocente qu'il n'y a pas. C'est tellement tata. Exact, c'est super comédie. C'est super comédie. Le double close line, même chose. C'est tout très bon. Fait que, c'est mon première chose que j'aimerais mettre de l'avant. Toi, parfait. Moi, de mon côté, j'en ai choisi un de chaque côté. Donc, un à WWE, un à la All Elite. Un lutteuse de chaque côté. Fait que, on va commencer avec la WWE. Oui. Moi, c'est Chad Gable. Qui, je pense, mange ses croûtes depuis longtemps. Il est là, ça fait longtemps. Il est un bon worker, il est tout le temps là, rarement blessé, a fait du comédie, a fait des bons matchs techniques, a été mis de l'avant encore plus à l'époque de NXT. On y permet une ou deux fois par année de sortir un gros match. Cette année, ça a été sa feud contre Gunther qui a été très très bonne au niveau in-ring. Mais s'il vous plaît, il est capable de faire d'autres choses que du comédie. Puis il va être capable de vous en faire du comédie, même si vous le légitimez un petit peu plus. Oui. Mais qu'on lui donne une ceinture, qu'on le mette de l'avant, qu'on le construise comme un futur Kurt Angle, un futur Daniel Bryan. Tu sais, il a le talent in-ring de performer, de relever les matchs avec n'importe qui, tout le monde. Je pense que la ceinture intercontinentale serait la meilleure pour lui, pour son style aussi. Je crois que oui. Puis il faut pas que tu le mettes dans des matchs comédie quand il va avoir gagné la ceinture. Donne-lui un même ring semblable à Gunther, où il défend sa ceinture à chaque semaine, puis il te sort des gros matchs de 10-15 minutes contre tout le monde sa carte. Il en est capable, il est tellement bon, ce gars-là. Fait que, c'est ça, donnez-y sa chance, parce que je pense que ça fait... Il mange son pain noir depuis quelques années. Ah oui, un des plus beaux souplexes. Tellement bon. Il pogne la personne qui est à quatre pattes, puis il littéralement lève la personne. J'ai souvent l'impression que... Sans aide de personne. Habituellement, un souplex, la personne qui reçoit le souplex va se donner une swing aussi pour aider, mais lui, il prend littéralement la terre et fait le mouvement complet. Il est incroyable. Puis il a tout le temps été dans des espèces de dynamiques où, au final, lorsque l'équipe se séparait ou peu importe ce qui arrivait, c'était pas lui qui était choisi entre les deux pour être mis de l'avant. Puis, quand tu regardes sur le long terme avec le recul, t'es comme, hey, vous auriez dû le choisir. T'sais, mettons la feud avec Kurt Angle, que finalement, pour le gag, on a dit que ça allait être Jordan, qui allait être son fils ou peu importe. Hey, si vous avez mis Gable dans cette position-là, probablement que ça l'aurait élevé, puis ça l'aurait aidé. Même affaire qu'Otis en ce moment, t'es comme... Hey, le match de retraite de Kurt Angle, c'est un bon exemple. On a décidé de prendre Baron Corbin quand Gable est juste... Gable est juste là. Pour faire un match incroyable. En tout cas, bref. Fait que j'ai souvent l'impression que Gable n'a pas eu les mêmes chances que d'autres lutteurs, parce que il est petit, ou peu importe. Hey, il y a un moment donné, c'était Shorty G, là, son nom. Là. C'est vrai, j'avais oublié ce moment-là. Mais tu sais, je suis comme... En tout cas, un moment donné, faut lui donner la chance. Des gars comme lui, comme Drew Gulak aussi, qui avait sorti un des meilleurs matchs à Daniel Bryan un peu avant qu'il quitte la WWE. Dans le temps du Thunderdome, un match où les deux faisaient juste lancer l'autre sur la nuque. Puis c'était très bon comme match. C'est ce genre de lutteur-là, j'ai l'impression, oui, on leur doit peut-être un peu plus. On devrait les mettre un peu plus de l'avant à WWE. Des lutteurs qui sont mis de l'avant dans la All Elite, ce que j'aime beaucoup, l'All Elite. Moi, mon lutteur, un peu le même principe ou un peu le même style que Chad Gable. Moi, la personne que j'aimerais qu'on mette de l'avant, parce que
c'est pas un lutteur qui est encore à Raw ou à SmackDown, c'est un lutteur qui est encore à NXT, c'est Tyler Bates, mais que j'ai cru entendre qu'il allait monter dans les prochaines semaines. Moi, c'est un lutteur que j'étais certain qu'il allait monter beaucoup plus tôt que ça, dû à son talent, dû à sa qualité il était de souvent travail. comparé avec Pete Dunne, qui maintenant est Butch. Oui, Parce que les deux ont commencé en même temps, ils ont fait beaucoup de matchs ensemble très bons. Puis moi aussi, à l'époque, j'étais comme, c'est sûr, ça va être Tyler Bate qui va monter avant Pete Dunne, avant Butch. Puis finalement, Tabarouette fait déjà 2-3 ans facile qu'il est monté, puis lui, il reste à NXT. Il a été longtemps dans un tag team, très très bon tag team avec Trent Seven, Mustache Mountain, une des meilleures équipes, une des équipes que j'ai le plus aimé voir à NXT dans le temps, même ils ont fait un peu d'Indies aussi. Fait que, Tyler Bates pour tout ce qui est un petit. Des gros jambes super forts, super athlétiques, très technical. Très technique, ouais, c'est ça. Puis look super clean. Moi, je préférais quand il avait les cheveux courts quand même que quand il a les cheveux longs. Je trouve que ça y va mieux les cheveux courts. Ouais, t'as raison. La moustache. Mais un all-around guy qui pourrait faire des belles choses. Peut-être un peu trop petit pour être un grand champion, mais super un beau règne de l'Intercontinental ou de la US pourrait être très bon pour lui. Ouais, je pense aussi. Un que j'aime bien aussi. Puis moi, finalement, la dernière personne que j'aimerais qu'il soit mise de l'avant du côté de la All Elite Wrestling, moi, c'est quelqu'un qui a fait quelques matchs ici et là, mais qui est plus tagué Ring of Honor. Et c'est Athena, anciennement Ember Moon, si vous l'avez suivi à la WWE. Elle est championne depuis. Elle est invaincue encore, même du côté de la Ring of Honor. Donc, un long règne qu'elle a. Quand on parlait de long règne en début, elle également. Elle a un long règne, mais elle, c'est un long règne beaucoup plus captivant, qui a beaucoup plus de vulnérabilité qui est amenée. Elle a un règne de heel, donc un règne de méchante, mais son personnage continue d'évoluer quand même aussi. Exactement, on a mis Billie Starr, qui est comme une jeune rookie, un peu comme Nick Wayne, mais version féminine à la Ring of Honor, qui comme il était se greffer à cette histoire-là, qui a rendu le personnage d'Athena attachant, parce que là, elle est comme son mentor, son vœu, puis bref, ça crée une très belle rivalité entre les deux qui a duré sur plusieurs mois. Du bon acting d'Athena. Tu sais, on dirait à la WWE, on l'a jamais vu là, la mettre mise de l'avant, même du côté d'NXT, on l'avait jamais vu au micro tant que ça, mais le personnage qu'elle a, l'intensité qu'elle a dans ses promos, même dans le ring en tant que tel, est tout le temps incarnée. Pour genre être méchante, il faut péter leur gueule, puis le contraste avec Billie Starr qui elle joue un peu la nouvelle naïve un peu. Donc le contraste se fait super bien. Ils ont vraiment eu une bonne chimie au cours je pense que ça a commencé quand, en juin ou en. Je pense que ça a commencé en juin leur feud les deux, mais c'était une excellente une histoire écrite sur le long terme, que justement c'est pas juste Athena qui est forte, c'est juste ça joue sur différents niveaux, puis tellement de bons matchs aussi à travers tout ça, que ça c'est un des exemples que je comprends pas pourquoi elle n'est pas à l'All Elite Wrestling plus mise de l'avant, parce qu'elle pourrait assurément avoir un règne de championne très solide, parce qu'on la voit à la Ring of Honor l'être. Fait que je nous souhaite qu'elle monte. Cool. Qu'elle ait une petite promotion, même si c'est peut-être pas une promotion dans le contexte de la division féminine de la All Elite, mais bref. Qu'on y donne les chances, puis qu'on rende la division plus forte, parce que ce qu'elle a fait à la Ring of Honor, c'est gold, puis c'est super bon. Fait que je vous conseille d'aller voir quelques matchs qu'elle a eu cette année. Très d'accord. Fait que oui, ça fait le tour de ceux que j'aimerais qu'ils soient mis de l'avant. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire vous qui vous auriez aimé, c'est quoi les cadeaux que vous auriez aimé recevoir. Et on va enchaîner avec les cadeaux qu'on donnerait, nous, de notre côté, Pierre. Les conseils qu'on donne à Tony Khan et Triple H. Parce qu'on le sait, c'est deux fans des émissions, du podcast Les Sommeliers de la Lutte. Ils nous écoutent chaque semaine. Donc, c'est peut-être... je pense que c'est Triple H qui est notre personne qui nous écoute aux États-Unis. Donc, on leur donne nos conseils pour qu'ils puissent s'améliorer dans leur booking. Fait que tout d'abord, mon conseil à Tony Khan. Ça va être... On en a un peu parlé, mais moi, ça va être adapte et modifie tes plans lorsque l'adaptabilité est nécessaire, lorsque c'est nécessaire de modifier, parce que cette année, on l'a vu garder le cap, surtout sur la storyline de MJF, vers le long terme. Même quand il y a des blessures qui viennent faire dérailler ce plan-là de beaucoup, notamment la blessure à Adam Cole,
que tu peux pas prévoir, mais il était champion par équipe avec MJF, puis que là, MJF a encore la ceinture, comme 2-3 mois après la blessure d'Adam Cole, qu'il a toujours pas perdu. On sent qu'il y a peut-être une histoire derrière tout ça qu'il veut raconter, mais ça nuit à ta division par équipe, le fait que MJF, puis encore plus, parce que c'est la ceinture par équipe de la Ring of Honor, fait que c'est même pas mise de l'avant de ce côté-là, fait que t'es comme... Tu sais, tu peux changer les plans, puis au pire, tu leur referas gagner quand il reviendra de la blessure, si c'est ce que tu veux, mais au moins, ça permet de pas faire une pause de comme 3-4 mois, 5 je sais pas combien de temps il va être blessé, là, Adam, ça a quand même l'air sérieux, la blessure à la cheville ou à la jambe, mais... Des fois, ça fait des belles histoires aussi, ça fait des belles surprises quand tu dois t'adapter puis changer. Regarde Kofi Kingston, quand on décide de le mettre de l'avant, puis que finalement, ça a fini qu'il a gagné WrestleMania, la ceinture, je suis comme... C'est le genre de truc qu'il faut que tu fasses, qu'il faut que tu t'adaptes, et qui crée des choses encore plus belles. Puis l'histoire que tu avais prévue d'avance, tu vas être capable de la ramener d'une autre manière lorsque viendra le temps. Fait que je trouve qu'en ce moment, je sens qu'il veut pas, qu'il veut garder ses plans long terme. Il est peut-être bien en amour avec ses plans long terme, mais un moment donné, il faut que tu t'adaptes si les blessures arrivent. Là, ben, vois-tu, mon conseil pour M. Khan, Tony, va un peu dans le même sens. Moi, j'y souhaite qu'il s'équipe, qu'il soit mieux encadré, en fait, qu'il ait une équipe alentour de lui qui l'encadre peut-être un peu mieux, côté, oui, créatif, mais côté gestion de sa compagnie, gestion du personnel, prise de décision, être capable de déléguer un peu plus. J'ai l'impression que Tony, c'est un homme très intelligent, mais qui en fait beaucoup présentement, et ça peut nuire un peu au produit. Puis être capable de laisser aller certaines choses pour justement que ce soit plus fluide. De mieux assumer son rôle de boss peut-être aussi, parce que on le sent qu'il est très ami avec tout le monde, qu'il est très fan de tout le monde aussi. Puis je pense que c'est un point positif dans le sens où c'est ce qu'on aime de lui. On sent qu'il vient de l'école des fans de lutte, puis que ça se sent dans le respect qu'il offre aux produits et à tout le monde. Il n'y a personne qui est humilié là, vraiment à la All Elite Wrestling. Puis ça, c'est le fun comme lutteur, c'est le fun comme spectateur de pas voir ce genre d'humour-là qui était plus à l'époque de Vince. Mais un moment donné, t'es pas supposé te rendre à un autre bataille backstage avec les mêmes personnes. Tu sais, genre, faut que tu sois boss un moment donné. Là. Faut que tu dises à du monde. Puis, tu sais, je pense... Ça l'a été en mettant CM Punk dehors, mais... un beau message, mais c'est peut-être... Tu sais, puis que Jack Perry n'est pas encore revenu aussi, à voir ce qui va se passer, mais tu peux pas laisser ça aller. Puis même chose, tu sais, à l'époque que Punk était là, justement, le Elite qui voulait pas aller à Collision parce qu'il aimait pas... Tu sais, un moment donné, là, il y en a tellement de monde qui saillissent dans la lutte, là, mais que tes collègues de travail, t'es professionnel, tu fais ta job, même si lui, tu l'aimes pas. Fait que j'ai l'impression qu'il en a trop laissé aller. Puis qu'un moment donné, il a perdu le contrôle parce que les lutteurs se sentaient juste, bon, ben, j'ai le droit de faire ça parce que lui, il l'a fait avant. Ouais, je peux faire un call pendant ma promo. Je peux plus shooter dans ma promo. Lui, il l'a fait la semaine d'avant. Exactement. Pas encadré, on fait ce qu'on veut. Ouais, fait que c'est ce que je souhaite à Tony, de s'entourer d'une équipe un peu moins yes man et un peu plus encadré, plus stiff, un peu plus... C'est drôle, il y a un peu plus yes man, puis il y a l'ultime yes man avec lui. Ouais, quand Brian même. Danielson. Quand même, qui a rendu quasiment son bras droit maintenant, c'est vrai. Quand même drôle. C'est quoi ton conseil que tu donnerais à Monsieur Paul Lévesque, toi, Max? Paul, alors, Triple H, de 1, hein, j'y dirais de garder Vince le plus loin possible, hein, fait que si jamais il est dans un souper de Noël, là, tu sais, on le convainc. Hein? Non, reste grand-papa, là. Occupe-toi de nos enfants. Garde pendant que je vais à Raw lundi. Ça, t'as l'énergie de te réveiller pendant 16 heures, là, sans dormir, là, puis jouer avec les enfants pendant cette énergie-là que t'as, là, de vieux. C'est ça. Parce que je pense vraiment qu'on a vu une grosse différence entre... on s'entend, c'est 22-23, là, je vais prendre, là, mais... Tu sais, les moments où Triple H a pris la barre, la première fois qu'il a pris la barre, ça a rehaussé le show. Quand Vince est revenu, ça a redroppé le show. On sentait tout de suite, la coupure était presque comme un show. Vince revient, puis on sent tout de suite qu'il y a comme plus de sens dans le booking, puis on dirait... que tout est réécrit le jour même, tout le temps, puis... Fait que bref... Puis lorsque Triple H est revenu à la barre au courant de l'été ou dans les dernières semaines avec le deal Endeavor, là ça s'est replacé, on est revenu. Fait que moi j'espère avoir un Triple H là, bien en selle pour quelques années, qu'on lui laisse sa chance de faire le booking qu'il voulait faire. Il l'a fait avec NXT à l'époque. J'espère retrouver
ces bonnes histoires-là, ce bon booking-là pendant une longue période. Et l'autre, j'ai l'impression qu'il est aussi au courant, mais gère CM Punk, parce que CM Punk, faut qu'il soit géré. Puis clairement, ils ont pas la meilleure des relations, Triple H et CM Punk, mais j'ai pas de doute, contrairement du côté de la All Elite, que le côté pro va prendre le dessus, y compris du côté de Punk et du côté de Triple H. Les deux, on est là pour faire de l'argent. On saillit, parfait. On a le droit de saillir, mais au final, il faut faire un show. On a un travail à faire, on est pro, puis on avance. Fait que ça serait mes deux conseils, mais je pense qu'il est au courant. Moi, c'est plus un cadeau que j'y souhaite. Ouais. Qu'il n'y ait pas à gérer un Vince dans ses pattes encore. Ici, mais je pense qu'il aime ça se faire confirmer, là, que tu lui dises là, ça m'encourage. Moi, ce que je vais souhaiter à Paul, c'est peut-être pas un conseil, c'est plus un souhait aussi, que j'espère que la foule est prête à le suivre dans ses idées. Je sais que Triple H peut sortir du moule, des très grosses idées, des bonnes idées, est capable de révolutionner un peu l'ère moderne de la lutte à sa façon. Je suis certain qu'il va être capable de le faire à un certain niveau, mais j'espère juste que la foule va être capable de suivre là-dedans et que les hardcore fans de la WWE va accepter à bras ouverts ce qu'il va donner. Une chose que j'aimerais peut-être voir, puis je sais que Triple H n'est pas fermé à cette idée-là, je pense que c'est vraiment là, le côté très conservateur de la lutte, mais est-ce qu'un jour, il va permettre des matchs mixtes pour vrai? Et non pas juste des vrais matchs mixtes. Comme un peu il a fait le premier match de Ronda Rousey, il était dedans ce match-là, puis il y a eu beaucoup de segments avec Ronda à l'intérieur de ce match-là. Je pense qu'on a une Rhea Ripley qui serait excellente à poursuivre sa carrière peut-être avec des matchs contre les hommes. À voir, mais ça serait quelque chose que, justement, on n'a jamais fait long terme à WWE, mais que certaines lutteuses ont assurément le star power pour être plus big que certains gars, qu'on pourrait donner un run avec des ceintures qui sont normalement destinées aux hommes, mais qu'on ramène ça du côté de la division féminine. Comme on a fait avec Tessa Blanchard dans le temps à Impact il y a quelques années. C'est très organique, c'est très naturel, c'est très très bien fait. Exact. Puis je pense que le monde de la lutte, en tout cas les gens qui écoutent depuis longtemps, ça va pas les choquer de voir un combat entre un homme et une femme. On comprend que c'est du théâtre, c'est du spectacle, tout ça. Fait que on va voir, mais ça c'est le genre d'idée que j'ai l'impression que Triple H j'aimerais faire, mais qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui sont contre ou beaucoup d'embûches dans le parcours pour que ça se rende. Prédiction, maintenant, on va aller avec... on regarde, là on sort nos boules de cristal, on sort notre troisième œil, et on regarde vers où ça s'en va 2024, puis moi, tu vois, Pierre, moi j'ai des choses à t'apprendre aujourd'hui. Parce que je peux déjà te dire, quand on va faire notre retour l'an prochain, puis l'an 2024, ça va être quoi la meilleure storyline qu'on va avoir parlé? Ça va être évident. Ça va être quoi? Tu sais déjà, ça je le sais déjà. Je vous le dis tout de suite, là, la prédiction que je vous dis, là, ça va être une feud qui va être du côté de la All Elite Wrestling, mais qui va un petit peu déborder du côté de la WWE. Et ça va être MJF et son année de contrat. Est-ce qu'il va signer avec la All Elite Wrestling et est-ce qu'il va se laisser tenter pour aller du côté de la WWE? Puis moi, je sais déjà qu'on va le mettre de l'avant du côté de la All Elite Wrestling, mais je pense que ça va peut-être même déborder du côté de la WWE, qu'on va peut-être, je sais pas, peut-être avoir des chants. De l'opportunité qu'on a avec MJF pour peut-être ouvrir un peu la porte de chaque bar, juste un peu. Exact. Faire la première, comme, si on s'entend, le WWE présentement est plus en mode on les ignore et on n'en mentionne jamais. Ce qui est très correct de leur Mais part, MJF pourrait peut-être être la personne qui va faire une petite craque là-dedans parce qu'il va tellement les mentionner tout le temps qu'il va falloir qu'un moment donné la WWE réplique. Et tu vois, là, une autre prédiction, il va y avoir un segment un peu à la Invasion à l'époque où DX a été un show de la WCW. Moi, ça me surprendrait pas si on faisait un segment où MJF essaie d'aller jaser à Triple H pendant un Raw. Ça serait bon. Et qu'on filme ça du côté de la All Elite et qu'on projette ça. Moi, j'ai l'impression que on joue beaucoup sur le flou et la réalité avec MJF. Et ce serait quelque chose qui serait bold de faire et qui ferait parler beaucoup de gens. Et que je pense que ça serait bénéfique pour la All Elite Wrestling, mais je pense également que ça serait bénéfique pour la WWE parce que là, c'est Triple H qui avait fait ça à l'époque, dans le temps que la WWE perdait contre la WCW. Donc c'était comme une manière un peu de les provoquer. Puis Bischoff n'avait pas mordu à l'hameçon, n'avait pas laissé.
le truc. Mais là, vu que c'est Triple H qui est du côté de ceux qui gagnent en ce moment, est-ce que lui, il va faire « Ah ouais, pour de la bonne télé, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le laisse? » Ouais. L'outil qui s'appelle CM Punk pour être capable d'ouvrir cette porte. Exactement. Mais moi, c'est ça, je te dis. On dirait que beaucoup de choses sont placées que je suis comme, ça pourrait être une storyline qui serait excellente, juste du point de vue de la lutte, de qu'est-ce qu'on va présenter. Est-ce que ça va amener également un Tony Khan comme un premier personnage pour Tony Khan à l'écran? Ah, j'espère pas, parce qu'il joue terriblement mal, mais peut-être. Tony joue lui-même beaucoup, mais là, peut-être qu'on va vouloir le mettre à l'intérieur d'un personnage, de je sais pas quoi. Je pense qu'il y a une manière de le faire. Une nouvelle perspective, peut-être. Ouais, puis ça permettrait peut-être aussi de différencier le booker de la personne, puis que quand il est à l'écran, ça soit plus intéressant. Je pense que Tony s'améliore, somme toute. C'est vrai, il part de loin, on s'entend. Il part de très loin. C'est pas le meilleur au micro. Mais il s'améliore tranquillement pas vite. Ça pourrait être une bonne manière d'être un des meilleurs mic skills de la compagnie. Peut-être. Pour s'améliorer lui-même. Fait que... En tout cas, moi je pense que ça va être la meilleure storyline de 2024. Je vous la cale tout de suite. Est-ce que t'en as un autre ou deux autres des prédictions? J'en ai deux autres. T'en as deux autres, ok. Parfait. Je vais t'en nommer juste un, mais moi je commence tranquillement. Moi je drop pas des bombes de même, là, en partant l'année. Ok, mon cœur. Non, moi, petite prédiction bold-ish, là, c'est plus bald que bold. Je prédis un turn de Hangman, mais un turn qui va fonctionner. Parce qu'on s'entend, Hangman, c'est juste un peu plate, c'est un peu tout le temps du B-. Ce qu'il fait comme travail, il est jamais mauvais, mais il est jamais... niveau lutte, il est excellent. Ses matchs sont très bons, mais le travail qu'il fait, j'ai l'impression, les histoires qu'il raconte, j'ai l'impression que la misère, elle est landée. Je lui souhaite un heel turn qui va fonctionner et qui va le rendre au niveau supérieur, là, où tout le monde le voit depuis 5 ans, depuis que la compagnie est startée. Là. C'est lui qui était un peu le Golden Boy à la base, qui avait été affiché le babyface de la compagnie, mais je pense que ça lui ferait du bien, un changement de personnage. Puis j'ai l'impression que ça s'en va vers là. Mais pas juste le turn, mais mon plus bold, c'est que ça fonctionne et que ça le rende où il mérite d'être parce qu'il travaille très fort quand même. Là, veut pas. J'aime beaucoup Hangman, même si il est très beige par bout. Fait que première prédiction. Petite prédiction. On part moins sur les chapeaux de roue, un peu plus tranquillos de ton côté. Moi, je vais y aller avec quelque chose aussi qui est plus organique, qu'on peut peut-être un peu plus voir venir. Mais j'essaie de pousser ça un peu plus loin. Fait que moi, j'ai Sami Zayn qui va gagner l'une des grosses ceintures. Fait que soit celle de Reign ou celle de Rollins au moment où on se parle. Et ce sera à travers un cash-in de Money in the Bank. Parce que je prédis également qu'il va gagner le Money in the Bank. Je comprenais pas. Ok, parfait. Et là, pour que j'aille pour vrai être bold, je vais même vous dire c'est contre qui va casher in. Contre Roman Reigns? Non. Contre Cody Rhodes? Non. Peut-être avoir la belt à ce moment-là, non? Non. Moi, je dis qu'il va casher contre Jey Uso. Qui va avoir la belt. Va prendre... je sais pas c'est laquelle. Ça, je peux pas me rendre jusque-là. Moi, si j'aurais à dire, je dirais celle de la World Heavyweight de Rollins en ce moment. Ouais. Qui éventuellement va tomber entre les mains d'un Jey Uso. Et je pense que ça serait une belle continuité d'avoir un Zayn qui cache sur un Jey Uso. C'est l'histoire qu'on construit depuis maintenant. Lorsque ça sera rendu le cash, ça va faire bientôt 2 ans, 2 ans et demi qu'on va construire ça. Un Sami Heel à ce moment-là. Ben, moi, ma manière que je le ferais préférer, ce serait un Jey Uso qui finit par gagner la ceinture. OK. Et qui, à travers le règne, qui dure quelques mois, se met à s'enfler la tête à travers le fait. Et qui fait un heel turn organique avec la foule en étant de plus en plus cocky avec sa ceinture. Et que Zayn est dans son... Exactement. Et là, Zayn est dans son camp, mais voit ça aller, le voit se transformer comme un Roman Reigns. Et que pour l'arrêter, n'a pas le choix. Il doit cacher le Money in the Bank sur lui. Donc, ça serait un Sami Face, champion, contre un Jey Uso heel. Et ça serait une bonne histoire, je pense, à raconter si ça se fait. Très bonne histoire. Puis ça serait très long terme également. Je pense que ça mettrait un point d'exclamation à cette feud qui va durer 2 ans, 2 ans et demi. Si ça se poursuit comme je l'espère. Donc, puis ça serait une bonne manière de remercier Sami Zayn pour tout le travail qu'il a fait depuis plus d'un an. Oui, même plus. Là, ah ouais, exact. Avec Shinsuke, c'est là que son personnage... Ouais, puis je pense que, tu sais, un Sami Zayn, il faut... Je pense pas que c'est le genre de lutteur qui va avoir plusieurs règnes. Je pense qu'il en faut un règne marquant. Puis ça serait une manière très marquante de donner la ceinture, qu'on va se rappeler, on va être content du cash-in.
si ça l'arrive. Puis bref, je pense que ça se construit de manière organique, cette manière-là de faire, si on va dans ce sens-là. C'est bon. Moi, je prédis que Mercedes Moné, Sasha Banks, est-ce qu'elle signe avec All Elite? Est-ce qu'elle retourne à la WWE? Est-ce qu'elle va aller avec New Japan? Moi, je prédis qu'elle va signer avec la TNA. Oh, grosse prédiction. Fait qu'on sortirait le chéquier. Ouais, gros. On sortirait Mercedes Moné. On sortirait la monnaie pour Mercedes Moné. Mercedes Moné. Puis je pense que la TNA s'enligne vers ça. Ils veulent se montrer comme un des joueurs majeurs au niveau de la lutte avec l'ancien et nouveau rebranding. Ouais. Je crois qu'ils veulent sortir le cash, qu'ils veulent aller chercher des TV deals pour avoir des deals télé. Il faut des gros noms. Fait que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait aller jouer dans Balance. Donc, oui. Puis on a son amie, l'ancienne Naomi, qui a été championne, qui est encore Trinity là. Fatou qui est là, qui est championne. Donc, les deux ont quitté la WWE en même temps. Ouais. Je pense que ça serait une bonne manière d'attaquer la All Elite Wrestling, de l'attaquer sur son point faible, qui est la division féminine. Complètement. Si c'est rendu que TNA... oui, puis tout le monde a une division féminine plus forte que celle de la All Elite. Oui. Ah, ben oui. Il va falloir qu'ils se réveillent, là, tu sais. Je pense que n'importe quelle fédération à Montréal, Indie, une meilleure division féminine. Je sais peut-être pas jusque-là, mais oui. Mais non, mais c'est que j'ai perdu mon idée. Fait que non, tant pis. Parfait. Ah, tant pis. Non, mais Mercedes Moné à la TNA, effectivement, ça règle, ça légitimera encore plus cette troisième roue-là, mettons, là, qui est la TNA. Fait que, bonne idée. Moi, mon dernière prédiction que j'ai, et quelque chose que j'ai pensé, mais depuis tantôt, tu sais, je parle que la Ring of Honor a quand même un bon produit, mais qui n'a pas d'écoute, qui n'est pas mise de l'avant. Mm-hmm. Et en ayant été récemment aux enregistrements télé de Collision, tu sais, on s'entend, c'est la Ring of Honor qui occupe quasiment une plus grosse partie du spectacle Collision. Ouais. Donc en termes logistiques, ça serait pas un gros switch à faire, logistique. Donc je prévois un angle Invasion de la Ring of Honor à Collision qui viendrait faire un split brand clair qui je pense nous ferait que ça améliorerait les deux produits Dynamite ainsi que Collision. Ça mettrait des yeux sur le produit de la Ring of Honor qu'on pourrait peut-être, ça serait Ring of Honor Collision, je sais pas si on garderait le mot Collision, mais ça mettrait des yeux. Je pense qu'ils ont le roster nécessaire qui est assez bon, surtout au niveau féminin. Surtout au niveau féminin. Là après, bon, je connais pas c'est quoi le deal télé, tout ça, mais qui est en l'air de ça, mais je pense que ça pourrait être une belle transition pour, au lieu de faire un brand split, juste on split tout le monde en deux, ou on fait un draft, ou peu importe comment ils veulent le faire, du côté de la All Elite Wrestling, si on veut y aller dans un brand split. Oui. De faire, au lieu qu'il y ait un brand split, on tasse tout le monde de la All Elite Wrestling, on prend le contrôle, Ring of Honor de tout ça. Fait que ça va mettre des yeux sur le produit, puis comme je dis, au niveau logistique, c'est pas compliqué à faire, parce que c'est déjà la Ring of Honor qui prend une bonne partie des enregistrements de Collision. Fait qu'on ferait juste faire ça. C'est une manière de peut-être sauver des coûts, donc on n'aurait pas à déplacer les gens de la All Elite Wrestling à ces enregistrements-là. Fait que ça. Un angle Invasion, en bonne et due forme de la Ring of Honor. Cool. Ben, j'ai un peu, peut-être pas c'est un angle d'invasion aussi, mais de façon un peu plus par en arrière. Je crois que parce que tout le monde là, cherche des deals télé là, pour 2024 ou pour 2025. Je crois que la WWE va signer une entente avec Warner Brothers qui couperait les reins complètement à All Elite, qui sont en affaire avec Warner Brothers présentement. Ça ferait mal, ça ferait mal. On quitterait Fox ou on quitterait USA Network pour se rendre à TBS ou TNT pour complètement couper les reins à la All Elite. Ça serait une annonce de guerre, claire. Ça serait clair. Claire, une annonce de guerre, si ça arrive. Ouais. Je serais curieux. Moi, je serais curieux de voir à quel point... je pense si ça se faisait, ça n'aurait pas le choix d'être mis de l'avant. Je pense même dans les spectacles, même si, comme tu dis, ça se fait plus en coulisses, ce genre de move-là. Je pense qu'on n'aurait pas le choix de répliquer d'une quelconque manière. Surtout, t'as les belts TNT Champion, t'as la belt TBS. Faut que tu scrapes ça. Comme tabarouette, ça serait très, très bold du côté de la WWE. Je sais pas. C'est bold. Hein? En tout cas, ça serait des bonnes. Ça serait une stratégie à la Vince McMahon. Ouais. De dire, non, je recule, parce qu'on s'entend.
Est-ce que ça va être avec Fox ou avec USA? Si c'est USA, c'est quand même un canal national. Fait que reculer sur un canal qui est sur le câble avec TNT, ça serait une manière de reculer, mettons, le nombre de yeux ou le nombre de personnes qui ont accès au poste. Mais ça serait une manière de tuer la concurrence, donc peut-être que ça se justifie, surtout si c'est un accord court terme. C'est un move, comme tu dis, que Vince aurait fait dans le temps, ou que Vince avait peut-être plus le guts de faire. Je sais pas à quel point Endeavor maintenant a les couilles ou la volonté de vouloir faire ce genre de move-là. Ouais. Ça reste à voir dans les prochaines. Ça reste à voir, mais puis peut-être aussi qu'on prendrait le levier de UFC, tu sais, je pense que la UFC fit très bien sur un poste comme TNT. Absolument. Qui se veut plus gars, mettons, là, dans ce qui est présenté. Là. Fait que ça serait à voir. Puis à voir aussi, ça serait peut-être même, en tout cas, ça brasserait les cartes, assurément. Mais ça permettrait peut-être qu'on ait une division féminine plus forte à l'All Elite Wrestling. Fait que les sortir de TNT. Fait que à voir. Très cool. Parfait. Fait que c'était nos prédictions. Écoutez, dites-nous vos prédictions à vous dans les commentaires. Je le répète. Bold. Fait que si vous êtes là, faites pas modifier là. Okay? Si vous faites une erreur de frappe, là, faites supprimer puis réécrivez-le. Faut qu'on ait la date où vous l'avez écrit. Parce que sinon, ça va être écrit modifié puis on va faire vous l'avez modifié. Fait que si ça arrive pour vrai, on vous croira pas. Fait que vous laissez votre commentaire là avec la date d'aujourd'hui quand vous le faites. Et si jamais quelque chose arrive, vous allez pouvoir faire un screenshot puis nous le mettre d'en face, nous le dire, vous voyez, je l'avais calé. Puis on fera peut-être, s'il y en a plusieurs, on va faire un retour sur vos prédictions à vous dans un prochain épisode. Fait que n'hésitez pas à nous faire ça. Et là, on va enchaîner avec, pour terminer, on est sommeliers de la lutte. Fait qu'on va analyser un match de Noël. C'est quoi notre match de Noël préféré? Et on avait le même, c'est le 24 décembre, désolé, la veille de Noël, le 24 décembre 2012. Et c'est John Cena contre Alberto Del Rio dans le main event de... Je pense que c'était Raw. Non, c'était le main event de Raw. Donc, je vais faire, moi, un petit contexte de ça, vu que je suivais ça à l'époque. Moi, un des trucs que j'avais trouvé bizarre de tout cet angle-là, c'est que Del Rio va jouer le personnage du méchant à l'intérieur de ce match-là. Mais 1 ou 2 semaines avant, il avait fait un face turn. Mm-hmm. Donc, il était rendu gentil, mais on va le mettre en position de méchant à l'intérieur de ce match-là. Fait que c'est comme si l'épisode de Noël avait été écrit quelques semaines d'avance. Okay, qu'on l'avait pas retravaillé, quand on a vu le changement. Fait qu'on s'est dit, on assume. Del Rio, il va être méchant, même si on lui a fait faire un face turn il y a 1 semaine. Fait que ça, déjà, c'était comme une petite coupure de logique. Mais bon, c'est un épisode de Noël, puis souvent, les épisodes de Noël ont leur propre logique à l'intérieur de l'épisode. On se fout un peu de qui est heel, qui est face. Fait que ça commence avec, on rouvre Raw avec un Père Noël qui donne des cadeaux à la foule, qui s'en va à la foule, remet des cadeaux. Les gens sont contents. Se rend sur le côté, un peu à gauche là, de la sortie là, où les lutteurs sont. Et une fois qu'il est là, fait pas trop attention, mais là, il y a Alberto Del Rio qui avait une entrée qui arrivait en char. Il arrivait en char, fait un peu comme JBL, si vous avez suivi à l'époque, et qui rentrait avec sa limousine. Et là, le Père Noël était là, fait qu'il rentre dans le Père Noël. Ben là, et là, vous allez voir là, les images qui vont défiler quand vous l'explique en ce moment. Fait, il rentre dans le Père, si vous êtes sur YouTube. Il rentre dans le Père Noël, le Père Noël se blesse, et là, avec gros drame, on a envie de blesser le Père Noël. Et Alberto Del Rio avait son manager, ou son helper, là, si on veut, qui était Ricardo Rodriguez. Et là, t'as un Ricardo Rodriguez en grande forme de acting, parce que il joue comme s'il était un enfant de 4 ans qui vient de voir le Père Noël se faire frapper par un... Fait que, tu sais, il est en larmes, profondément. Et là, tu sais, Alberto Del Rio, c'est son boss, mais il est comme, comment t'as pu faire ça au Père Noël? Il pleure, il a les larmes aux yeux. Là, Del Rio, il voulait pas être méchant, là. C'était un accident, il voulait pas lutter le Père Noël, là, tu sais, je veux dire. Même s'il est méchant, il veut pas... Personne veut que le Père Noël, tu sais, ça soit de ta faute si... le face ultime de Noël soit blessé. Et une journée avant Noël, t'imagines, en plus? Lui, là, il était supposé partir le soir même. Là, il a fait un petit détour par Raw, a donné des cadeaux vite fait. Puis là, il reprenait sa run pour aller donner cadeaux à tout le monde. Là, il est blessé à l'hôpital. Fait qu'on le prend sur une civière, on le sort de cet endroit-là. On met des tapes pour protéger la zone, comme si c'était vraiment un crime qui venait d'être commis.
Et là, on se rend backstage. Et là, t'as Booker T, qui était le directeur général à l'époque de Raw, qui sort du medical staff, du trainer room. Et là, t'as tous les lutteurs backstage qui sont là, qui attendent dans le corridor, savoir c'est quoi les nouvelles de santé concernant Monsieur Noël. Et là, tout le monde est apeuré, tout le monde est triste, tout le monde est un peu respectueux de la situation. Puis là, Booker T n'a pas des bonnes nouvelles. Pas des bonnes nouvelles parce que Père Noël, il est vraiment blessé, grave. On n'est pas sûr qu'il va être capable d'être remis à temps pour Noël. Fait que potentiellement, Noël est peut-être annulé cette fois-là. Et là, Alberto Del Rio arrive à ce moment-là. Et là, il se fait huer par tous les lutteurs. Bouh, t'as blessé le Père Noël. Même Ricardo Rodriguez, il est triste, mais il capote. Et là, t'as un John Cena qui fait une bonne imitation de John Cena. Une bonne imitation de lui-même. Qui est très genre, non, moi, moi le défendre. Puis t'as pas d'affaire d'avoir là. Fait que, tu sais, je disais même pas John Cena PG. C'est comme une des bonnes performances de John Cena PG dans ce segment-là. Et bref, Booker T dit que les derniers mots du Père Noël avant qu'il s'évanouisse puis qu'il tombe dans le coma étaient que il voulait qu'Alberto Del Rio ait un match contre John Cena. C'est tellement fait que là, Del Rio, il part fâché en disant c'est un accident, c'est pas de ma faute. Et là, t'as tout le monde qui fait pour Santa. Ils se partent un chant et là, t'as un John Cena en plein monde qui fait For Santa! En malade mental. Fait que ça finit ce segment-là. À travers le Raw, on fait un rappel des histoires. Fait qu'on a un Matt Striker qui est backstage pour nous donner des nouvelles de santé du Père Noël. Donc, nous informe qu'il n'y a pas eu de nouvelles. Tout ça, on voit les pieds là, du Père Noël en background. Tout ça, ça va pas bien. Fait qu'il fait à plusieurs reprises jusqu'au segment juste avant le main event du match où il nous annonce qu'il est toujours dans le coma. Puis là, on a comme la petite machine qui fait tit, tit, tit. Et là, qui fait tit. Puis on est comme, oh non, le Père Noël est-tu mort sous nos yeux? Oh non! Et là, ça fait tit, 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 tit. Et on voit les pieds du Père Noël qui bougent comme ça. Oh. Est-ce que c'est un miracle de Noël? On le sait pas. On tombe dans le main event. Alberto Del Rio arrive. John Cena arrive. Alberto, ça commence le match avec un peu hey, je te le dis, c'est un accident. John Cena qui regarde la foule fait non, c'est pas un accident. T'es pas. Fait que là, tu sais vraiment, présumé innocent ne s'applique pas. Là. John Cena fait un juge de lui-même et un exécuteur de lui-même. Il fait non, je l'ai vu, t'as lutté. Et là, c'est une expression de Gatineau, là. Lutter quelqu'un. Là. Vous dites pas ça, hein? Okay. On va au Brunswick. Non. Nous, lutter quelqu'un, c'est se faire frapper par une voiture. Quand tu te fais lutter. Ok, c'est botter quelqu'un. Ouais. Et nous, il a lutté, le Père Noël. Il l'a frappé. Fait que tu dois payer le prix. Et là, il y a plein de cadeaux qui sont autour du ring avec des arbres de Noël. Et là, je te laisse poursuivre. Qu'est-ce qui se passe avec ces cadeaux-là? Ben, en fait, c'est une stipulation qu'on voit seulement pendant les spéciales de Noël. C'est un Miracle on 34th Street Fight. Donc, tout est permis. Tous les coups bas sont permis. Toutes les armes sont permis. Tout est permis. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cadeaux-là, Max? Dans ces cadeaux-là, il y a des armes. À un moment donné, John Cena sort un extincteur d'une boîte et va essayer d'éteindre Alberto qui n'est pas en feu, bizarrement. Il va trouver... il y a un moment donné où Alberto trouve un toutou dans une boîte qui n'est pas une arme, mais que va quand même essayer d'utiliser. Je pense que c'est Ricardo qui va lui faire comme un... Lance-la! Bats-toi avec, lance-le. Parce qu'il dit c'est un bazooka, c'est comme un bazooka. Oh, pour de vrai, c'est un bazooka. C'est un bazooka. Un toutou Simonac. Fait qu'il lance sur Cena qui no-sell complètement. On a appris la semaine passée, c'était quoi, la semaine d'avant. C'est quoi, un no-sell? Mais complètement no-sell du toutou. Finalement, le match continue. Gros offense de John Cena. Disons que Alberto a pas la chance de donner ben des coups. Et un John Cena qui sort un moment donné, une chaise, et là, j'ai jamais vu un John Cena aussi heureux d'avoir une chaise. Ben, c'est qu'il est bon, il joue avec la foule, puis il est comme, hey, il y a plein de cadeaux, quel cadeau j'ouvre? Celui-là? Ouais, celui-là, non, celui-là, ouais. Fait qu'il ouvre le cadeau, puis c'est ça, un jeu
On a une image qui arrive. Ouais, c'est ça. Il y a un voyez, GIF qui joue John présentement où il y a une vidéo qui joue sûrement. Je pense que c'est inversé quand je. Fait que des fois, je pointe là, mais quand je fais le montage, je pointe là. Fait que ça se peut très bien que là, présentement, je suis en train de me donner de la job de montage. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais bouger l'image là. Puis quand je pointe là, l'image va bouger. Anyway, je me donne de la job. Un John Cena qui joue extrêmement bien, qui est juste content d'avoir une chaise. Ouais. Puis finalement, le Père Noël. Ricardo attaque. Ricardo Ah attaque. oui, c'est vrai, c'est Ricardo qui attaque avant qu'attaque John Cena, saute sur son dos, l'étrangle un peu, tombe par terre, et là, c'est la chanson du Santa Claus qui part. Le Santa Claus qui est écrit sur le gros Jumbotron. Moi, j'étais certain que le gag du cardiogramme qui faisait pip. Puis après, la tune de moi, j'étais certain que ça allait faire pip, 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 pip. C'est la tune de John Cena, mais c'est pas ça qui est arrivé. Fait que ça, le Santa Claus qui arrive, Santa Claus qui est interprété par Monsieur Mick Foley. Donc, le Père Noël qui boite, là, il joue bien. Ben, il joue bien. Il joue pas parce que Mick Foley, à ce moment-là, est scrap. Fait que... Mais, là, c'est Ricardo lâche John Cena, monte la rampe pour aller... Parce qu'il est content. Parce que lui, c'est son idole, le vrai, Père Noël. Il est du côté du Père Noël depuis le début. Mais oui. Puis, il l'aime beaucoup. Et Ricardo, pauvre lui, il était sur la liste des enfants méchants parce qu'il a mangé un coup de poche, direct dans la face. Il est tombé par terre. La poche du Père Noël lui est revolée dans la face. Le son que ça fait aussi, le coup de la poche, là, si vous l'écoutez, il y a comme un son très tac. Un bon son de la poche. Le coin d'une boîte dans le fond de la tête. Là, toc! Fait que finalement, le Père Noël attaque Alberto aussi. Il sort un Monsieur Socko de Noël. Oui, c'est vrai, un Monsieur Socko de Noël, un bas de Noël, et donne un gros Mandible Claw à Alberto. Et finalement, John Cena le pogne, fait un Attitude Adjustment, et gagne 1, 2, 3 pour la magie de Noël. Et la magie de Noël et tout. Et là, ça fait que Noël est sauvé parce que le Père Noël s'en... Fait que si vous avez eu des cadeaux en 2012, des cadeaux un peu scrap. John Cena. Mais ça, si vous avez eu votre boîte un peu scrap, un coin un peu tout renfoncé, clairement, vous avez eu le cadeau que Ricardo a mangé dans la face. Là. C'est ça qui s'est passé. Enfin, vous l'avez gardé. Mais moi, là, en tout cas, les matchs de Noël, c'est des matchs de Noël là, chaque année. Mais lui... C'était assumé. Tu sais ce que tu disais au début, là, je veux du niaiseux assumé. Là, ça, c'était du niaiseux assumé à fond. Tout le monde joue bien. Tout le monde a du fun. Tout le monde a de l'air d'avoir du fun, là, pour de vrai. Puis le match fait que c'est drôle pour vrai. Que, c'est un match de Noël, puis souvent, ça n'a aucun rapport avec l'histoire qui va suivre le Raw d'après, le Raw d'avant. T'es juste là pour avoir un bon Noël, puis t'as plein d'enfants dans le foot. Les gens, ils viennent la veille de Noël voir un Raw live. Fait que t'es comme, on va leur donner de quoi pour vrai. Fait que c'était un feel-good moment. Un John Cena en grande forme. C'est ça. Des fois, la lutte, c'est ça. C'est juste d'être niaiseux. Juste ça. Faire vivre un bon moment. Juste ce match-là a été un très bon moment. Mais tout le segment de On lutte le Père Noël, je trouve quand même que c'est un angle drôle d'avoir fait. On va blesser le Père Noël en ouvrant le show. Moi, j'ai particulièrement aimé cet angle-là. For Santa! For Santa! For Santa! Fait que c'est ce qui complète notre spécial Noël. Hein, on aurait pu prendre congé, mais on s'est dit... c'était ça notre idée au départ. On voulait être constant dans ce qu'on vous présente. Oui, ça tombe le 25. Oui, ça tombe le 1er janvier cette année. Mais on va vous fournir un épisode, fait que j'espère que vous nous écoutez peut-être en voiture ou en revenant de chez vous. Fait que on voulait vous donner ça. Si jamais aussi vous êtes... c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un Noël en famille. Les gens sont peut-être plus loin dans un autre pays, tout ça. Fait que j'espère que ça a permis de vous donner un bon moment en cette journée de Noël. Une petite heure et quart à pouvoir décrocher un peu et pouvoir rire, vivre le moment de Noël, rire un peu avec nous du Père Noël qui se défonce la poche d'en face d'un monsieur. Faut que j'arrête de sortir des phrases comme ça, je suis désolé. C'est ça la lutte aussi. Puis vous, c'était quoi vos matchs de Noël que vous avez aimés, que vous avez préférés? Vous pouvez nous les dire en commentaire. Vos matchs, votre gimmick, votre segment, peu importe, le moment de Noël qui vous a marqué, c'est quoi? Ouais, puis n'hésitez pas si vous êtes sur YouTube directement en dessous. Si vous êtes sur podcast, la plateforme, allez sur notre compte Facebook, Les Sommeliers de la lutte,
ou notre compte Instagram, les Sommeliers de la lutte. Il y a tout un post qui se fait lorsque les épisodes sont affichés, donc vous pouvez les écrire en dessous. Et petit rappel, hein, on le dit depuis quelques épisodes, le prochain épisode, c'est les prédictions du pay-per-view World's End. Oui. Donc, on va faire nos prédictions à nous deux. On va avoir un formulaire qu'on va rendre disponible à tous et à toutes. Donc, vous aussi, vous allez pouvoir répondre et on va pouvoir comptabiliser ça, les points, et savoir qui, dans notre belle communauté des sommeliers de la lutte, est le meilleur pour prédire les pay-per-views. Fait qu'on commence avec le pay-per-view World's End. Ça prend seulement un compte Google pour pouvoir accéder à ça. Si jamais vous en avez pas, puis vous en créez un juste pour ça, c'est super simple. Ça prend 5 minutes à créer. Puis vous répondez aux questions. Par la suite, nous, on va recevoir ça. Fait que lorsque l'épisode du 28 va sortir, parce qu'on s'entend, le 27, il y a un Dynamite. Fait qu'on va l'écouter avant de sortir l'épisode. On va enregistrer le soir même un épisode et on va le poster le 28 pour que vous ayez accès à nos prédictions. Parce qu'on s'entend, à l'heure où on se parle, il y a beaucoup de matchs qui sont pas encore. On sait pas, puis il y a même des matchs qui vont. Des matchs annoncés qui vont peut-être pas arriver non plus, là, de la façon que ça s'enligne. Il y a des blessures, fait que la finale, assurément, du Continental Classique qui va se dénouer le 27 décembre. Donc, on va savoir qui va être les représentants. Si vous êtes du genre à écouter les épisodes le 28 à minuit, je vous avertis, il va peut-être sortir un peu plus tard. Juste, exact. Si vous nous écoutez en des fois différent un petit peu, ben mettez-le dans votre agenda. Si vous voulez participer au questionnaire, il va être disponible jusqu'au 30 avant le début du pay-per-view. Ouais. Vous pourrez plus y répondre après. Là. Non. C'est entre le 28 et le 30 qu'on répond au pay-per-view. Fait que mettez-vous une petite note si vous voulez participer à ça. C'est là. C'est pas là, mais c'est dans une semaine. Écoutez pas l'épisode au pay, mais répondez au questionnaire. On va faire 2 pauses. Un, ça va être le questionnaire, puis l'autre, ça va être le pay-per-view. Notre retour, notre épisode normal qui va parler de nos prédictions. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Puis nous, on va faire un futur épisode. Je pense que ça va être le 4 janvier où on va revenir sur vos prédictions et nos prédictions. Savoir qui a été. Sur le pay-per-view en général, comment on l'a apprécié, comment on a fait pour Survivor Series ainsi que Full Gear. Ouais, le 8 janvier, exactement. On va revenir là-dessus. Ouais. Fait que suivez-nous. Merci de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est très le fun. Ouais, on aime ça, c'est le fun. Parlez-en à vos amis. Si c'est des gens qui écoutaient la lutte dans le temps, qui sont pas certains, convainquez-les pareil. Qui écoutent, qui nous essayent au moins. Ben oui, puis c'est une bonne manière de rester un peu dans l'actualité de la lutte, parce que des fois, on s'entend, ça prend du temps, de l'énergie. Fait que tu veux juste des petits recaps, ben nous, on vous fait ça. On est là pour ça. Des recaps de semaine. Donc, n'hésitez pas. Puis nous, on se voit. Joyeux Noël encore une fois. Joyeux Noël. On se revoit dans quelques jours pour les prédictions de World's End. Ciao, ciao. Bye bye.